Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 5 septembre 2022. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Le show qui s'ouvre avec Edge qui est pas très content après ce qui s'est passé à Clash at the Castle où finalement Dominic Mysterio l'a attaqué et Dominic Mysterio a attaqué son père. Edge qui va revenir sur cette histoire en disant que voilà, il connaît Dominic depuis que Rey Mysterio est à la WWE, donc depuis 20 ans maintenant. Et voilà, il a passé des journées, des soirées chez la famille de Mysterio. Donc voilà, il le considère un peu comme son neveu. Donc il comprend pas trop. Il comprend pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est parce qu'il y a quelques semaines, il lui a mis un spire accidentel? Il comprend pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que ça a beau être son neveu, entre guillemets. Maintenant, on va s'expliquer sur le ring. Donc, il demande à Dominic de venir, mais c'est Rey Mysterio qui va arriver. Rey Mysterio qui essaye toujours de défendre son fils, qui lui dit voilà, ne lui fais rien de mal, ne lui fais rien de mal. Voilà, s'il te plaît, Edge, ne fais pas ça. Edge, il en a un peu rien à faire. Il va lui dire, je vais quand même lui botter les fesses. Et finalement, c'est Rhea Ripley qui va arriver. Rhea Ripley qui va dire, mais j'ai fait de lui un homme. Et Dominic va arriver donc aux côtés de Rhea Ripley. Dominic qui est donc tout en noir. On comprend que Dominic a finalement enfin rejoint le Judgment Day. Enfin. Et ce que j'ai aimé, c'est que Dominic ne va pas parler du tout. C'est vraiment Rhea Ripley qui va prendre le micro, qui va prendre ça en main. Et c'est une bonne chose. Je pense que Dominic n'est pas prêt, ou en tout cas n'a pas été vraiment formé à faire des promos ou quoi que ce soit en tant que heel. Donc c'est pas plus mal. Si on peut le former entre temps, ce serait bien. Donc je trouve ça plutôt intelligent la manière de faire. Finalement, Rey Mysterio qui veut parler avec Dom qui va s'en aller. Et surtout, le Judgment Day, donc le reste du Judgment Day, Finn Balor et Priest vont s'en prendre à Edge, vont le détruire. Rey Mysterio qui veut venir aider Edge, mais Dominic et Rhea Ripley vont se mettre entre les deux. Et surtout, Rey Mysterio va se faire envoyer sur les escaliers par Rhea Ripley. Finalement, Finn Balor va détruire la jambe de Edge, donc possiblement une longue blessure pour Edge. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est le cercle enfin, un cercle qui se, enfin, un cercle continu, c'est-à-dire qu'à chaque fois c'est la même chose. Edge revient, Edge est blessé, Edge revient, Edge est blessé. J'ai l'impression qu'on fait toujours la même chose. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment adoré ce segment. C'était un peu long, mais j'ai bien aimé la tension qu'il y avait. On parle quand même d'une grosse histoire entre son père et son fils. Donc il faut quand même que ça prenne son temps et surtout il faut qu'on sente cette tension, on sente cette lourdeur. Et j'ai vraiment bien aimé ce segment de début de Raw. Match à 4 équipes pour déterminer les prochains challengers au Uso. On retrouve le New Day, les Street Profits, Los Lotarios et Alpha Academy. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas les Viking Raiders. Ça, j'ai trouvé ça très bizarre parce que c'est eux qui enchaînent les victoires du côté de SmackDown. Bref, en tout cas, on a ce match que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, c'était très très bien. J'ai un truc dès le début du match qui me fait beaucoup rire et que je trouve très marrant en termes de règlement. C'est-à-dire que normalement, tu n'as que deux équipes sur le ring et finalement, là, tu n'as que deux équipes sur le ring. Donc, un membre de ces deux équipes sur le ring. Et donc, c'est un tombé gagnant. Il y a un tombé et le match se termine. Finalement, donc on a Xavier Woods qui est sur, enfin, on a Kofi Kingston qui est sur le ring avec Garza, il me semble. Garza va faire le tag avec Kofi. Donc, Kofi se retrouve sur le ring face à Xavier Woods. Et là, les deux sont plutôt malins, c'est-à-dire qu'ils vont faire mine de se frapper, sauf que Xavier Woods va se coucher directement pour faire le tomber 1, 2. Bon, tout le monde va venir sur le ring pour s'occuper de ça, mais je trouvais ça marrant de contourner le règlement de cette manière-là, de se moquer un peu de la règle, qui n'a pas vraiment de sens d'ailleurs. Mais voilà, j'ai vraiment aimé ça. Mais sinon, en termes de catch, c'était vraiment excellent. J'ai plein de contres en tête. J'ai un moment donné où Montesford va non, je crois que c'est Angel Garza qui veut faire c'est Humberto Carrillo, pardon, qui veut faire son moonsault donc sur le ring et finalement il est contré par les jambes de Montesford et donc avec le rebond, il est pris dans le rebond par une German suplex de Gable. J'ai trouvé ça magnifique, vraiment c'était super. On a encore une fois un super hot tag de Angelo Dawkins. Mais surtout, ce qu'on va retenir, c'est que ce match ne va pas avoir de fin parce que Braun Strowman, le monstre, va faire son retour. Braun Strowman qui fait son retour à Raw, qui fait son retour à la WWE. Et Braun Strowman surtout qui va détruire tout le monde. Voilà, Strowman qui va faire passer Dawkins à travers la table des commentateurs.
qui va faire son tour habituel. D'ailleurs, il va glisser, il va tomber. Ça c'est pas très bien joué. Mais voilà, il va vraiment détruire tout le monde pendant 5 minutes. Honnêtement, certains disent oui, ça met en valeur Strowman, mais surtout, ça rabaisse la division par équipe. Non, pas du tout. Ils viennent d'avoir un super match de 10 minutes. Strowman, il arrive, c'est un monstre. Il a été booké comme un monstre depuis des années. Il arrive, il détruit tout le monde. Franchement, non. La division par équipe n'est pas du tout rabaissée. Et surtout, moi, ce que je retiens, c'est la pop. La pop monstrueuse, si je puis dire, de Braun Strowman. Parce que depuis quelques jours, on savait que Strowman allait faire son retour. Et bien évidemment, Internet s'est emparé de ça. Et voilà. Globalement, on disait on veut pas de Strowman, ça nous intéresse pas, blablabla. C'est pas quelqu'un qui fait des moonsaults. Bon, ça j'abuse, mais en tout cas, voilà, c'est pas quelqu'un technique qui nous intéresse pas, Strowman. Voyez juste la réaction des gens à Raw et vous comprendrez que Internet ne dit pas toujours la vérité, voire jamais. En termes de catch, en tout cas, moi j'ai appris à ne pas écouter Internet et d'écouter juste les réactions live. C'est ça le plus important. Et là, ce qu'on peut retenir, c'est que Braun Strowman est très over, comme il l'a quasiment toujours été lors de son dernier run. Braun Strowman, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, quand il a été babyface avec des gros runs, il a vraiment eu le soutien du public. Donc ça, c'est quelque chose d'indéniable, c'est quelque chose de factuel. Donc ramener Braun Strowman, moi je suis pas du tout contre. Franchement, si on nous fait des trucs de monstre comme il a fait auparavant et qu'il est bien booké, moi ça me va totalement. Donc bienvenue ou bon retour à Braun Strowman. Raquel Rodriguez et Aliyah, les championnes par équipe de la WWE, font face à Doudrop et Nikki ASH. Un match qui va pas durer très longtemps. Ce qu'on peut retenir, c'est que pendant le match, on va voir que le clan Damage Control va regarder ce match. Donc on peut imaginer Io Sky et Dakota Kai qui ont toujours les yeux rivés sur ces titres. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est qu'on va voir la formule habituelle de Raquel Gonzalez Rodriguez, qui va sauver le match en tout cas, et surtout avec un gros move, c'est-à-dire qu'elle va vraiment porter Doudrop, elle va porter Doudrop sur ses épaules et réussir à porter sa powerbomb. 1, 2, 3, victoire de championne. Voilà, c'était court, c'était simple et c'était plutôt efficace. Austin Theory est sur le ring, il va forcément nous parler de son cash-in raté lors de Clash at the Castle, malheureusement raté à cause de Tyson Fury qui lui a mis une grosse droite dans la tête. D'ailleurs, Austin Theory qui est marqué, on le voit, il a beaucoup de mal à parler. Et d'ailleurs, il va en jouer, c'est-à-dire qu'il a un problème à la mâchoire et il va en jouer. Et c'est là où je trouve ça malin dans cette promo, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, il va se tromper dans cette promo, il va dire « Ah, c'est à cause de ma mâchoire ». Et finalement, je ne sais pas s'il se trompe, il fait exprès et voilà, il en joue, ou est-ce qu'il fait pas exprès et du coup, justement, il arrive à se rattraper en disant que c'est à cause de cette mâchoire. Bref, dans tous les cas, c'est bien joué, c'est plutôt bien vu. Finalement, Kevin Owens va arriver en lui disant non mais on n'en peut plus de Austin Theory. D'ailleurs, je peux t'appeler Austin Theory. Maintenant, tu as récupéré ton prénom, c'est très bien comme ça. Mais voilà. La seule raison pour laquelle tu as gagné la mallette Money in the Bank, c'est parce que j'étais pas dans le match. J'étais pas dans le match. Si j'avais été dans ce match, j'aurais gagné cette mallette et je pourrais challenger Roman Reigns. Roman Reigns, il y a 1 an et demi, quand il était champion Universal, j'aurais pu le battre. J'aurais pu le battre, mais à cause de Jey Uso, à cause de Paul Heyman, je ne l'ai pas battu. Et ça, il s'en veut toujours, Kevin Owens. Il a toujours ça en tête. C'est vraiment des remords qu'il a de ne pas avoir battu Roman Reigns à ce moment-là. Et finalement, c'est vraiment une belle promo entre les deux. Il y a vraiment de l'intensité. Et Kevin Owens qui va challenger Theory à un match maintenant, tout de suite. Donc Theory fait face à Owens dans un match de quasiment 15 minutes. C'était excellent, vraiment excellent. Alors c'est un match qui est entrecoupé de pubs, mais vous savez, c'est les pubs où on peut voir ce qui se passe. Donc c'est pas très dérangeant. Et c'était vraiment un très bon match, vraiment excellent. Pour ceux, encore une fois, qui pensent que Theory est agaçant et ne sait pas catcher, voilà, vraiment, chaque semaine, il répond à vos questionnements. Vraiment, Theory sur le ring, c'est vraiment très très bon. Il montre de très belles choses pour quelqu'un qui a 25 ans. Vraiment, c'est très très bien ce qu'il fait sur le ring. Mais voilà, le public est à fond, vraiment, et j'ai rien à dire sur le public ce soir. Le public est à fond derrière Kevin Owens. Kevin Owens qui est ultra over, vraiment méga over ce soir. Mais comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et ouais, on a un vrai bon match. Finalement, Kevin Owens va s'en sortir avec son stunner. Je trouve ça un peu dommage qu'on ne laisse pas le finish, la pop-up powerbomb, qu'on revienne sur le stunner. Voilà, j'aime bien que Kevin Owens termine avec sa pop-up powerbomb et non avec son stunner. Voilà, c'est une défaite pour Theory, mais qui n'est pas très grave parce que finalement, il est blessé à la mâchoire. Donc voilà, c'est pas très grave et au moins, il nous a sorti un gros match. Et ça, c'est le plus important. Damage contrôle le clan de Bayley et sur le ring. Et Bayley, elle est plutôt très contente parce que, eh bien,
à Clash at the Castle. Elles ont battu Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss, mais surtout Bayley a fait le tomber sur Bianca Belair et ça c'est très important, elle en est très fière. Bien évidemment, Dakota Kai va revenir sur la défaite la semaine dernière de Dakota Kai et Io Sky, donc face à Raquel Rodriguez et Aliyah, donc pour ses titres par équipe féminin. Elle va dire non, non, j'étais pas légal sur le ring, donc vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on aura notre vengeance. Donc c'est quasi officiel, il me semble. La semaine prochaine, rematch pour les titres tag Aliyah, Raquel Rodriguez face à Dakota Kai et Io Sky. Ça fait plutôt sens. Ça, c'est mis de côté. Finalement, Bianca Belair va arriver. Bianca Belair, très over. Là aussi, Bianca Belair qui va dire mais c'est très bien, Bayley, c'est bien. T'as beau être contente. Tu dis que tu m'as battu en 1 contre 1, mais la vérité c'est que il a fallu que vous soyez 3 contre 1 pour me battre. Mais bravo à toi, si ça te réjouit, si tu es contente de ça, ça me va. Donc si tu veux, maintenant on peut faire un match 1 contre 1, toi contre moi, maintenant, il n'y a pas de souci. Bayley va reculer devant cette offre, va refuser cette offre, va finalement dire bon, Bianca, on voit que t'es pas en confiance. Alors, je sais que t'aimes pas perdre, ça se voit. Là, t'as perdu, tu veux directement un match, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Au moment où je l'aurais voulu, j'aurai mon match contre toi, j'aurai cette chance pour le titre. Mais voilà, là, j'ai d'autres soucis à régler. J'ai les titres tag à gagner avec mon clan. Mais t'inquiète pas, Bianca, on va s'occuper de toi. Le segment va se terminer là-dessus. J'ai trouvé ça bien. Voilà, on nous tease le Bayley Bianca Belair. On ne sait pas si ça va arriver à Extreme Rules ou non, mais voilà, on te le tease un peu. Mais Bayley, elle se met pas en avant. Elle parle aussi de son clan. Elle parle des titres par équipe qui sont importants pour son clan. Et ça, je trouve ça vraiment bien en tant que leader, même heel, de mettre ça en avant, de mettre le clan en avant. Je trouve ça plutôt cool. Rey Mysterio fait face à Damien Priest plus tôt dans la soirée. Donc, on a eu cette histoire, Rey Mysterio, Dominic, Edge, mais surtout Mysterio en backstage, a dit qu'il voulait affronter n'importe quel membre de Judgment Day parce qu'il voulait se venger. Voilà, il avait besoin de vengeance et donc c'est Damien Priest qui se présente à lui. On va avoir un match de plus de 10 minutes. Encore une fois, c'était un très bon match. Encore une fois, une grosse performance de Rey Mysterio. Je ne vais pas me répéter, mais voilà. Voir Rey Mysterio faire ce genre de performance semaine après semaine à son âge, je trouve ça fantastique. Et surtout, je suis content de le voir en action. C'est-à-dire que Rey Mysterio est un excellent catcheur qui est très soutenu par les fans. Si on peut s'en servir dans des histoires un maximum, si on peut s'en servir un maximum sur le ring dans des matchs qui dure plus de 3 minutes, moi j'en suis ravi. Et là vraiment c'est un excellent combat, ça fonctionne très bien avec Priest. En même temps, Rey Mysterio, j'ai l'impression que ça fonctionne avec tout le monde. J'ai rarement vu une mauvaise alchimie avec Rey Mysterio. Vraiment, je crois pas que ça existe. Vraiment, je pense pas. Même avec un Randy Orton qui a un rythme très lent et on sait que ça peut donner. Voilà, c'était vraiment bon avec Orton. Donc voilà, bref, on a ce match et finalement le Judgment Day va arriver, bien évidemment, le reste du Judgment Day. Et Rey Mysterio, alors qu'il allait porter sur 619, va être interrompu, va être gêné par Dominic. Finalement, Damien Priest va remporter ce match. Finalement, ils vont pas vraiment s'attaquer à Rey Mysterio après le match. Ils vont juste prendre le micro. C'est Rhea Ripley qui prend le micro encore, comme si c'était elle la nouvelle chef du clan. C'est quelque chose qu'on peut retenir, je ne sais pas. Mais comme si la défaite de Balor à Clash at the Castle avait changé les rôles dans ce clan. C'est possible aussi. Ça, ce serait plutôt une bonne chose. Ça serait intéressant pour la suite. Et Rhea Ripley va dire la semaine prochaine, Dominic va challenger Edge dans un match 1 contre 1. Donc pourquoi pas. Je pensais pas avoir ce match à Raw, mais c'est bien. Si cette histoire peut continuer à Raw et voilà, continuer en weekly et qu'on n'est pas obligé d'attendre chaque PLE pour avoir des matchs. Ça, je trouve ça plutôt bien. Et ouais, cette histoire de Rhea Ripley qui devient petit à petit la chef, ça c'est intriguant pour la suite. Et le main event, Bobby Lashley défend son titre de champion des États-Unis face à The Miz, un rematch de la semaine dernière. Mais The Miz avait été distrait par Dexter Lumis, donc ce match fait sens et surtout, c'est un match en cage. Et une nouvelle fois, on met ce titre des États-Unis en avant avec Triple H. C'est dans le main event, c'est important, ça j'aime beaucoup. Et surtout l'avant-match où finalement, Ciampa et The Miz vont s'en prendre au champion, vont vraiment lui casser le bras avec l'escalier, avec le coin du ring. En tout cas, ils vont tout faire pendant 5 minutes pour détruire Lashley avant ce match. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien amené pour diminuer Lashley parce qu'on sait très bien que Lashley face à Miz, normalement, il n'y a pas vraiment débat, surtout la manière dont est booké Lashley depuis des mois. Il n'y a pas vraiment match. Mais là, avec cette manière-là, ça permet de rajouter du suspense à ce match. Finalement, les deux vont rentrer dans la cage et
c'est vrai que moi je le dis depuis toujours, moi les matchs en catch c'est pas trop mon truc. Je pense que c'est la stipulation que j'aime le moins dans le catch, c'est vraiment ce que j'aime le moins. Vraiment ça me plaît pas beaucoup, donc je vais pas être très objectif sur ça, je vais pas être très positif sur ce match même s'il n'y a rien de mauvais. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, j'apprécie pas vraiment ce qui s'y passe, ça m'ennuie un peu pour être honnête. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que les deux font le boulot et surtout, on va retenir un spot particulier, je pense. C'est que Ciampa déjà qui fait un très bon boulot à l'extérieur du ring pour s'occuper de Lashley. C'est-à-dire que Lashley, à chaque fois qu'il veut s'échapper, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, Ciampa s'en occupe. Ciampa, son booking est parfait pour le moment. Et surtout, The Miz va vouloir s'échapper, mais au moment où il va s'échapper de la cage, il va croiser la route de quelqu'un, de Dexter Lumis, qui est finalement sous le ring et il y a juste sa tête qui dépasse et il va regarder The Miz. Mais juste, il y a sa tête. Il y a juste sa tête et juste le plan, pour une fois que le plan de caméra, que le travail de la caméra est travaillé, enfin le travail de la caméra est travaillé, ça ne veut rien dire, mais en tout cas, qu'il y a un plan travaillé en termes de caméra, en termes de visuel chez WWE. Je veux dire là, cette sensation où tu vois Dexter Lumis qui est allongé sur le sol avec sa tête qui regarde The Miz, j'ai trouvé ça parfait. Vraiment, c'était magnifique. Finalement, The Miz va revenir sur le ring et va perdre face à Bobby Lashley. Donc, victoire de Lashley. Et l'après-match où Dexter Lumis va s'occuper de The Miz, va le faire s'endormir. Voilà, comme je l'ai dit, c'était pas un match que j'ai aimé, mais j'ai aimé la présentation du titre des États-Unis et j'aime bien cette histoire avec Dexter Lumis qui là s'en prend physiquement à The Miz et surtout il n'y a pas eu de sécurité. Alors je ne sais pas si la sécurité a peur de rentrer dans la cage, je ne sais pas, mais en tout cas Dexter Lumis a pu arriver assez facilement, a pu rentrer dans la cage sans sécurité. Mais voilà, là on est quand même sur du concret. Dexter Lumis est sur le ring, fait des prises de catch, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner la semaine prochaine parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va voir chaque semaine du côté de Dexter Lumis. Bilan de ce Raw. Je pense que c'est le moins bon Raw de l'ère Triple H. Et quand je dis ça, ça reste un bon Raw. C'est-à-dire que j'ai pris quand même du plaisir. Une nouvelle fois, le main event, ça c'est subjectif. Mais voilà, j'ai pas forcément apprécié. Mais quand je dis que c'est le moins bon Raw, c'est-à-dire que on repart sur des mêmes choses d'avant Clash at the Castle. Dans le sens où voilà, on repart Edge, Rey Mysterio, Dominic. On repart Riddle, Seth Rollins. On a une promo entre les deux. Bayley, Bianca Belair. Voilà, il n'y a pas vraiment de changement. Il n'y a pas vraiment de changement de direction. On a l'arrivée de Braun Strowman qui va apporter quelque chose à ce show. Et aussi, il y a quand même une excuse qui est quand même vraiment valable. C'est que les gars, il y a 24 heures, ils étaient à Dublin. Enfin, à Dublin. Pourquoi je dis Dublin à chaque fois? Ils étaient à Cardiff, au Pays de Galles. Ils ont fait le voyage. Je suis pas sûr que Triple H a envie de faire bosser un maximum ses équipes pour ce rôle-là et c'est tout à fait compréhensible. La semaine prochaine, il y a un gros Raw qui se présente avec un Johnny Gargano qui va être là, avec les défenses des titres par équipe féminin. Bref, il y a vraiment des choses qui se présentent, mais je pense que ce Raw était un peu plus faible pour plusieurs raisons. Mais une nouvelle fois, c'était quand même très regardable et très appréciable. Donc si je dois donner une note, on est sur un bon 7,5 sur 10, ce qui est quand même une bonne note. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Et nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!